Bonjour et bienvenue à tous pour un nouvel épisode du bloc-notes photo. Encore une fois sur l'actualité, mais avec une approche un peu différente étant donné l'ancienneté de la dernière vidéo. Cette fois-ci, je vais vous proposer de découvrir ensemble les dernières nouveautés en matière d'appareils photo et non seulement découvrir ces nouveautés, mais également de voir les concurrents de ces boîtiers qui viennent de sortir. Allons-y en commençant avec l'entrée de gamme. Commençons notre découverte des nouveautés du côté des boîtiers avec deux frères quasi jumeaux que nous présente Canon dans l'entrée de gamme, les EOS 4000D et 2000D. Ces deux boîtiers ont beaucoup de points en commun, quelques caractéristiques qui divergent en revanche. Premier point fort de ces boîtiers, leur capteur APS-C avec tout de même une distinction. Le 2000D propose un capteur de 24 mégapixels et il rejoint en cela beaucoup de réflexes APS-C de la marque Canon en termes de résolution. Le 4000D, quant à lui, s'arrête à 18 mégapixels, ce qui est la résolution du prédécesseur qui était le 1300D, ce boîtier donc qui est remplacé par ce duo. Second point fort, un viseur optique, ça reste quand même une qualité intéressante, surtout en entrée de gamme comparé aux hybrides. Dans cette gamme de prix, les hybrides n'ont tout simplement pas de viseur. Et lorsqu'il y a des viseurs, en termes de qualité d'image, lorsque la lumière augmente, lorsque les contrastes sont forts, les réflexes gardent leur avantage, même si bien sûr il y a des réelles qualités avec les hybrides, notamment l'affichage dans le viseur, qui peut être plus dynamique, afficher par exemple l'histogramme ou d'autres informations encore. Ce viseur, en revanche, la limite du point fort, c'est qu'il ne couvre que 95%. Malgré tout, pour l'entrée de gamme, c'est une couverture très honnête. Le 4000D est proposé à 399 € avec un 18-55 qui n'est pas stabilisé. En revanche, le 2000D, s'il est proposé 100 € plus cher avec un zoom de même amplitude, propose la stabilisation, ce qui est un réel plus. Si on regarde les points faibles, il faut remarquer le premier point faible, c'est la baïonnette en plastique pour le 4000D. Canon a voulu faire des économies, ça n'aura pas de réel impact dans la pratique tant que vous mettrez des objectifs légers. Si vous mettez des objectifs un peu lourds, la monture sera forcément un peu moins solide. Ça ne veut pas dire qu'elle va casser, mais elle va s'user avec les frottements, avec les tractions. Second point faible, la vidéo en Full HD est disponible seulement à 30 images secondes, pas de 4K, pas de fréquence d'image plus importante. Ceux qui veulent de la vidéo avec une bonne qualité iront certainement sur d'autres boîtiers. Pour des souvenirs de famille, cela suffit amplement. Autre défaut encore, je vous parlais de la visée tout à l'heure, 95% de couverture, c'est très bien. En revanche, il faut remarquer quand même que ces viseurs n'ont qu'un grossissement de 0,53. C'est assez faible. Cela veut dire que pour viser, il faut vraiment plaquer son œil sur le viseur si on veut voir toute l'image. Et l'image ne sera pas très grande. Des viseurs, plus on monte en gamme, plus ils offrent une couverture importante et donc un confort, un usage qui est quand même beaucoup plus agréable. Enfin, dernier défaut, l'écran arrière est peu défini, il fait 7,8 cm, surtout il est fixe. Ne pensez pas donc faire des visées au ras du sol ou les bras tendus très facilement. En tout cas, vous pourrez le faire, mais il faudra regarder dans les angles. L'image sera forcément moins belle que si on peut tourner l'écran vers ses yeux. Que peut-on penser de ces boîtiers? Bien sûr, ils ne sont pas très innovants, ils reprennent des éléments connus chez d'autres boîtiers, chez Canon depuis un petit moment déjà. Mais même s'ils peuvent sembler un peu trop classiques, peu innovants comme je viens de le dire, ils ont un grand avantage. Ce sont de très bons boîtiers école, de très bons boîtiers pour apprendre la photo, de très bons boîtiers aussi parce qu'ils possèdent un viseur optique. À ce niveau de prix, vous n'aurez jamais un hybride avec un viseur. Et les viseurs des hybrides, dès que le soleil est un peu trop fort, ils montent vite leurs limites. Alors bien sûr, les hybrides très haut de gamme maintenant, ces limites elles sont moins présentes et ils arrivent à un très bon résultat avec leur viseur. Mais on est en d'autres gammes de prix, 1000 € et plus pour arriver à une image de belle qualité dans le viseur. Autre avantage à prendre en considération, c'est la monture Canon. Il y a de très nombreux objectifs qui ont été produits dans tous les styles, pour tous les usages. Et beaucoup se retrouvent en occasion à des prix très concurrentiels. Cela fait donc de cette monture un choix très intéressant pour celui qui est ambitieux, qui veut commencer avec un boîtier finalement très bas de gamme, ou en tout cas entrée de gamme, et qui pourra le moment venu choisir un boîtier
plus relevé en gardant tous ces objectifs et même en gardant ce boîtier pour l'instant, pouvoir découvrir plein de domaines de la photo à moindre prix. Ce sont donc deux bons boîtiers proposés à des prix intéressants. En définitive, je pense que le plus intéressant des deux, c'est le 2000D. Son objectif est stabilisé et c'est vraiment un point important. Dès que la lumière baisse, de pouvoir garder une basse sensibilité ou relativement basse sensibilité au niveau du capteur. Et puis en dehors de ça, la finition est un peu meilleure. Comme je l'ai dit, la monture d'objectif, elle n'est pas en plastique comme le 4000D, mais en métal. Tout ceci, les uns ajoutés aux autres, font que les 100 € demandés en plus sont parfaitement justifiés. Si vraiment votre budget est serré, prenez le 4000D ou éventuellement cherchez le prédécesseur, le 1300D. On doit encore en trouver à des prix très intéressants. Il possède des caractéristiques très proches avec une petite qualité de finition un peu supérieure. Et les concurrents donc, quels sont-ils? Parce qu'après tout, vous pouvez choisir un boîtier entrée de gamme sans pour autant vous intéresser à Canon. Il y a tout d'abord le D3400 du côté de Nikon. C'est un bon boîtier, 24 mégapixels, mais vraiment, il n'a aucun point saillant. Il est un petit peu vieillot dans sa présentation générale. Comme pour Canon, il bénéficie bien sûr d'un gros avantage, c'est sa monture. La monture Nikon, il y a de nombreux objectifs qui sont sortis, vous en trouverez facilement d'occasion, donc c'est quand même un point à prendre en considération. Le seul bémol, je disais, c'est la relative timidité de ce boîtier, qui est encore plus ancien dans son style, dans sa manière d'être, que ces deux nouveaux boîtiers de chez Canon. Autre boîtier qui n'est pas vraiment un réflexe, le Sony Alpha 68. Ce n'est pas vraiment un réflexe parce qu'il y a bien sûr un miroir à l'intérieur de la cage photo, mais ce miroir ne bouge pas et c'est une petite caméra qui filme ce miroir qui est semi-transparent et qui permet la transmission de cette image dans le viseur qui est donc un viseur numérique. L'autre partie de la lumière traverse le miroir et va éclairer le capteur pour transmettre l'image. Malgré tout, on est dans des produits très proches de ceux que je viens de présenter, tant Canon que Nikon. Le gros défaut de cette gamme Alpha, que ce soit l'Alpha 68 ou au-dessus, c'est qu'on ne sait pas si vraiment Sony va poursuivre dans ce domaine. Ils font un petit peu dépoussiérage de temps en temps, mais on voit bien que le gros des nouveautés chez Sony se fait du côté de l'Alpha 7 et des autres boîtiers de cette gamme, l'Alpha 9. Donc, j'aurais tendance à ne pas préconiser ce choix. Enfin, dernière proposition, c'est du côté de Pentax, avec le KS2 qui possède quelques caractéristiques très intéressantes. La toute première, c'est que son viseur, il couvre 100%. Je vous ai dit tout à l'heure que pour le Canon, c'était pas mal, 95%, mais là vraiment, dans cette gamme de prix, avoir un viseur qui couvre 100% de l'image, c'est un réel atout, un réel viseur optique avec cette couverture. Autre atout de ce Pentax, il est étanche. Attention, il ne s'agit pas de le plonger dans l'eau, mais il résistera sans problème aux éclaboussures. Là aussi, dans cette gamme de prix, c'est un réel atout. Alors bien sûr, la gamme Pentax en termes d'optique est plus restreinte, moins de propositions, moins de choix aussi en occasion. Cela étant dit, cela reste un très bon choix avec ces possibilités que vous ne trouverez pas ailleurs. Après ces deux réflexes premier prix du côté de Canon, un autre Canon, mais cette fois-ci un hybride avec l'EOS M50. Canon avait sorti il y a peu, il y a une année, deux hybrides assez réussis, l'EOS M5 puis l'EOS M6, l'un avec viseur, le M5, l'autre sans viseur, le M6. Canon ainsi a voulu essayer de faire son retard dans le domaine des hybrides puisque Panasonic, Olympus ainsi que Fuji ou encore Sony sont loin devant. Et vous allez le voir, ils continuent leurs efforts, Canon, avec cette M50. Par rapport au M5, si on garde un viseur, donc on est dans une ergonomie assez proche, Canon ici cible un public plus large, ne serait-ce que par le prix qui se veut plus modéré et puis l'ergonomie aussi plus simple. Quels sont donc les points forts de ce boîtier? Tout d'abord, un capteur APS-C de 24 mégapixels, le même que précédemment vu. Un très bon capteur donc, par rapport à certains concurrents hybrides du monde des micro 4 tiers, là le capteur est comme un ton au-dessus. D'autre part, cet hybride possède aussi un très bon AF, un AF Dual Pixel qui a fait ses preuves déjà dans la gamme Canon et qui offre une mise au point très rapide et très précise. Autre atout de ce boîtier, la possibilité de faire des rafales à 10 images secondes. Autrement dit, il est très réactif. Et puis, il possède également à l'arrière un écran monté sur rotule et tactile
qui intéressera ceux qui font de la vidéo puisque c'est une rotule donc sur le côté et non pas une bascule centrale qui plaît souvent plus aux photographes. Autre point intéressant, le boîtier possède une prise micro et surtout la vidéo monte à 4K. C'est la première fois que Canon nous propose cette caractéristique-là. Le prix, vu les possibilités, est assez contenu puisqu'il s'élève à 699 € avec un objectif 15-45 ouvert à 4.5, seulement 6.3 la plus longue focale, mais il est stabilisé. Cependant, le tableau n'est pas entièrement idyllique, il y a quelques défauts et non des moindres, ce qui n'entache pas, vous allez le voir, mon commentaire général plutôt assez flatteur. Le gros défaut, le premier gros défaut, c'est qu'il n'y a pas de dual pixel, donc cet AF très rapide, lorsque on est en 4K. C'est tout de même dommage de ne pas bénéficier de cette possibilité lorsqu'on est à la plus haute résolution en vidéo. Autre défaut, Canon a décidé, sans doute pour des raisons techniques, de faire un fort recadrage en 4K. Ils utilisent en fait qu'une partie de leur capteur pour la vidéo en 4K, ce qui veut dire que vous n'aurez pas la possibilité de cadrer de façon large en 4K, puisque le champ sera de ce fait resserré. Malgré tout, les caractéristiques sont très séduisantes, mais ce boîtier intéressera plutôt ceux qui font de la photo que ceux qui font de la vidéo. Ceux qui pratiquent les deux, si la 4K n'est pas un élément déterminant, ce sera aussi un bon choix. En revanche, ceux qui veulent faire des vidéos pour YouTube ou d'autres cadres d'usage où la vidéo prime, allez vers d'autres boîtiers. Et justement, quels sont les concurrents dans cette gamme de prix? Tout d'abord, Olympus avec le OMD EM10 Mark III, la troisième version donc de ce boîtier qui a déjà eu beaucoup de succès, qui propose lui aussi la 4K. L'avantage de ces boîtiers, ce n'est pas tellement la compacité, vu du côté Canon, la compacité est très bonne aussi, mais en revanche, les objectifs sont plus compacts que ceux de Canon. C'est donc un boîtier très complet, mais il a quelques limites. La première, c'est le format de son capteur. C'est un capteur micro 4 tiers, la qualité est très bonne, mais lorsqu'on monte en très haute sensibilité, l'image sera plus bruitée qu'un capteur APS-C. D'autre part, qui dit capteur micro 4 tiers, donc capteur plus petit, dit aussi plus grande profondeur de champ en ouverture égale. Si vous cherchez des flous d'arrière-plan très marqués, un capteur APS-C offrira de plus belles possibilités qu'un micro 4 tiers à ouverture égale, bien sûr. Enfin, autre petit défaut de cet Olympus qui reste malgré tout aussi un très bon choix, surtout pour ceux qui ont le souhait de mettre en avant la vidéo, c'est que son capteur est seulement, si je puis dire, de 16 mégapixels. On est tout de même largement en dessous de celui du Canon. Autre concurrent, c'est Panasonic qui nous le propose avec le GX80, qui finalement est très proche de l'Olympus, même capteur de 16 mégapixels, là aussi micro 4 tiers, d'ailleurs même monture d'objectif, donc mêmes avantages liés à cette monture, même limite aussi liée au format du capteur, et même limite liée à la résolution. Pour ceux qui aiment la vidéo, le Panasonic sera encore plus adapté que l'Olympus, même si les deux se défendent très bien et proposent également la 4K. Restons dans le monde des hybrides, mais montons encore en termes de niveau de gamme pour atteindre carrément le monde quasi professionnel avec le Fujifilm X-H1. Fuji, ici, nous propose un boîtier qui va vraiment affronter tant Panasonic que Sony. Un boîtier donc orienté vidéo qui va garder, on va le voir, les caractéristiques de ses prédécesseurs, mais en renforçant cette dominante vidéo que les autres n'avaient pas. Premier point fort que nous offre ce Fuji, c'est une très belle finition, encore mieux finie que le X-T2, et donc cette orientation vidéo, avec des très belles caractéristiques en termes de fréquence d'image, en termes de qualité d'image, et d'ailleurs, Fuji en profite pour sortir plusieurs objectifs orientés vidéo. D'autre part, le boîtier est en magnésium, donc avec une très belle finition, non pas extérieure mais intérieure, normalement un boîtier solide, et le magnésium offre aussi une plus grande légèreté à volume égal. Le capteur, lui, est un 24 mégapixels et classiquement, comme il est d'habitude chez Fuji, il est de format APS-C. Les rafales montent cette fois-ci à 14 images secondes. Vous voyez, Canon, c'est déjà à 10 images secondes, c'était pas mal. Là, on est encore un niveau au-dessus.
La photo sportive est donc parfaitement envisageable avec ce type de boîtier. D'autre part, la 4K, je vous disais, des belles fréquences d'image. On a une 4K à 24 images secondes, l'Ultra HD à 30 images secondes. Attention à faire la différence, la 4K possède quelques petits pixels de plus, tant en hauteur qu'en largeur. Et puis, le Full HD, lui, monte à 120 images secondes pour de très beaux ralentis. Encore un point fort, des prises pour la vidéo, une prise microphone, une prise casque. La prise casque, elle est sur la poignée qui est optionnelle. Donc, il faudra acheter la poignée si vous voulez avoir cette caractéristique. Mais ça permet de bien surveiller la qualité de l'enregistrement du son. Quelques points faibles tout de même. Tout d'abord, l'ergonomie Fuji, elle est toujours un peu particulière. Ils veulent faire une sorte d'hommage au passé. Donc, ils aiment bien les molettes, un peu à l'ancienne, tout en offrant de nombreuses possibilités de réglage. Alors, ça crée des petits conflits et là, c'est assez présent sur ce boîtier. Il y a ceux qui aimeront beaucoup et puis ceux que cela repoussera. Vu le prix d'un tel boîtier, c'est à tester avant de faire le pas. L'autre défaut, c'est tout de même un prix élevé. Alors bien sûr, les caractéristiques sont très haut de gamme, mais tout de même, le prix est de 1 899 € nu. Et si vous souhaitez en plus avoir la poignée optionnelle, tout de même bien intéressant en termes d'alimentation et puis la prise casque qui est proposée sur cette poignée, on monte à 2 199 €. Il faudra après acheter les objectifs puisque bien sûr ces prix s'entendent boîtier nu. Alors quels sont les concurrents de ce Fuji? Tout d'abord du côté de Panasonic, on a le GH5. C'est du micro 4 tiers bien sûr, donc plus petit capteur en termes de format. Il est 20 mégapixels, la qualité d'image globalement sera un peu plus faible. Mais en termes de vidéo, il se défend très bien. Il est très répété dans le monde de la vidéo, une image 4K de très belle qualité. C'est vraiment donc un réel concurrent et le prix est plus faible que celui du Fuji. Autre concurrent, le Panasonic G9. Encore un concurrent chez Panasonic, mais là orienté photo. Pour ceux donc qui veulent faire de la vidéo, mais pour qui ce n'est pas l'élément essentiel, le G9 leur est destiné. Cela étant dit, le G9 est déjà très bonne possibilité en termes de vidéo 4K, même si bien sûr pour ceux qui privilégient ce domaine, le GH5 leur tend les bras. Et le G9, là aussi, il est moins coûteux que ne l'est ce Fuji. D'autres concurrents également, chez Sony d'abord, avec le Alpha 6500, le haut de gamme chez Sony au niveau des hybrides à capteur APS-C, qui offre de très belles possibilités en termes de vidéo, en termes de rafale. À l'apparence, il est un peu moins professionnel, ça fait presque très gros compact, mais il offre de réelles possibilités techniques. Il est donc un redoutable concurrent, sachant que son prix est plus faible. Enfin, un autre concurrent, c'est Fuji lui-même qui l'a construit, c'est le Fuji X-T2. Il est moins coûteux, il est moins bon en vidéo, c'est pour ça d'ailleurs que Fuji nous sort ce X-H1, mais en revanche, côté photo, il se défend très bien. Alors vraiment, réfléchissez, c'est un très bon boîtier ce Fuji, je ne suis pas en train de le dénigrer, mais seulement si pour vous la vidéo n'est pas un point essentiel, passez votre chemin, il y a d'autres propositions. Dernière nouveauté, une nouveauté qui a fait beaucoup de bruit, c'est Sony avec le Sony Alpha 7 III. C'est un hybride donc qui renouvelle un modèle déjà connu, l'entrée de gamme des Sony. Le Sony Alpha 7, on le retrouve d'ailleurs dans sa toute première version 1, encore en promo, souvent en dessous de 1 000 €. Là, Sony a fait de belles mises à jour déjà avec la version 2 et maintenant avec la version 3, ils ont corrigé finalement beaucoup de défauts de jeunesse et offrent un produit très intéressant à un prix assez concurrentiel, surtout en regard des autres produits de la gamme. Alors, quels sont ces points forts? Tout d'abord, un nouveau capteur CMOS de 24 mégapixels rétro-éclairé qui devrait offrir de très belles performances en basse luminosité. En plus, il est stabilisé sur 5 axes et offre donc des belles capacités en termes de photos en basse lumière où on pourra garder une basse sensibilité, ça ne sera pas gênant, mais à basse vitesse, l'image restera bien nette. D'autre part, la détection de la mise au point se fait sur 93% du capteur, c'est vraiment notable, même sur un sujet très excentré, petit mais en même temps, ce ne sera pas un problème, il sera détecté et la mise au point se fera correctement. Les rafales montent à 10 images secondes, on n'est pas aux 14 de Fuji, mais tout de même, c'est déjà assez intéressant et tout le monde n'a pas besoin de rafales aussi élevées. 10 images secondes, cela offre déjà de belles possibilités. Enfin, la vidéo 4K est présente, 30 images secondes, et on peut être à 120 images secondes si on est en Full HD. Vous voyez donc, pour ceux qui veulent faire de la vidéo, un très bon produit également. Si on veut mégoter par rapport à un produit de Panasonic, je pense au GH5 surtout, on n'aura pas les 60 images secondes, mais c'est vraiment pour trouver un petit défaut. Il est très limité. Et puis surtout, il y a des prises microphone et prises casque
indispensable pour un tournage de qualité, même s'il faut reconnaître, beaucoup de gens y attachent une importance, ce que j'allais est presque démesurée. Vous pouvez utiliser un enregistreur externe, y brancher dessus un casque et retrouver quasiment les mêmes fonctionnalités. Il faudra juste faire la synchro, son, image ensuite. Terminons enfin par le prix qui est lui aussi une bonne surprise puisqu'il est à 2300 € nu. C'est plus cher encore que le Fuji, mais les caractéristiques sont vraiment très haut de gamme. On est sur un capteur 24-36, on a du 24 mégapixels, de la vidéo 4K, des possibilités donc aussi intéressantes en vidéo qu'en photo. Pour ceux qui ne sont pas rétifs au viseur hybride, qui, je le trouve malgré tout, garde une qualité un peu moindre que celle des réflexes, qui offrent bien sûr parallèlement d'autres qualités en termes d'affichage possible dans le viseur. Quoi qu'il en soit, si cela ne vous dérange pas, c'est un très bon boîtier et la gamme optique Sony commence à devenir conséquente. Notez aussi que du côté de Sigma, ils ont annoncé que tous leurs objectifs focal fixe étaient désormais disponibles en monture Sony, ce qui offre également de belles possibilités. Quelques points faibles tout de même pour ce Sony. D'abord le viseur qui n'est, si je puis dire, que 2,4 mégapixels. Vous me direz c'est pas mal, mais dans cette gamme de prix on trouve au-delà de 3 mégapixels avec plus de finesse. Autre petit défaut, l'écran arrière, il n'est pas très défini, moins d'un mégapixel. Il aurait pu être un peu meilleur. On voit que Sony a un peu limité les caractéristiques en termes de visée pour limiter aussi le prix de son boîtier. Quelques concurrents sont présents face au boîtier. Il n'y a pas d'hybride. Sony est le seul à faire des hybrides 24-36 pour l'instant. Il faudra donc regarder du côté des réflexes. Et le premier concurrent, c'est une nouveauté ou une semi-nouveauté, puisqu'il s'agit du Pentax K1 Mark II. Donc une mise à jour du Pentax K1 qui vient lui aussi de sortir. Ce boîtier, il permet maintenant de combiner 8 clichés, non seulement sur pied, c'était possible avec la version 1, mais aussi à main levée. Il faut bien sûr que le sujet ne bouge pas trop. Le coprocesseur du boîtier permet de monter l'image de 2 IL en termes de qualité par rapport à son prédécesseur. Et il est disponible pour à peine moins de 2000 €. Petit défaut du côté du Pentax, c'est la faible gamme optique en 24-36 proposée par cette marque par rapport à ce que l'on trouve chez Canon ou chez Nikon en termes de réflexe. Autre concurrent, un boîtier assez jeune, l'EOS 6D Mark II. Il est moins coûteux que le Sony, mais vraiment orienté photo, comme d'ailleurs le Pentax. Chez Nikon, le D750, qui est plus vieux que les précédents, qui garde encore de belles qualités, qui lui aussi est vraiment orienté photo, ce qui veut dire d'ailleurs que finalement, si vous voulez vraiment de la vidéo, allez chez Sony. Si vous êtes plus équilibré, regardez aussi chez les concurrents qui offrent de belles possibilités et surtout chez Canon et Nikon, une gamme optique pléthorique. Ainsi se termine cette page d'actualité. J'espère qu'elle vous a intéressé, qu'elle a pu vous permettre d'affiner votre choix si vous êtes en train de choisir un nouveau boîtier. Quoi qu'il en soit, à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour me soutenir et bonne photo.